En janvier 1946, Kiev devint le théâtre d'un procès contre un groupe de nazis, un événement chargé de propagande et de vengeance. 15 Allemands, responsables du massacre de Babi Yar et d'autres crimes de guerre, furent traduits devant un tribunal soviétique. Ces jours-là, des dizaines de milliers de Juifs furent assassinés dans un acte incarnant la barbarie dans toute sa splendeur. Ce procès ne visait pas seulement à punir les coupables, il se dressait aussi comme un acte de mémoire collective contre l'invasion dont l'Union soviétique avait été victime. Mais cette histoire commence avec l'annexion de l'Ukraine par le Troisième Reich. Le 22 juin 1941, le ciel au-dessus de l'Ukraine se remplit du fracas de la machine de guerre allemande. L'opération Barbarossa avait commencé. Les chars allemands se déplaçaient comme des bêtes métalliques sur le sol ukrainien, tandis que les avions sillonnèrent les airs, annonçant des changements drastiques. Les soviétiques, pris par surprise, ne purent guère résister face à l'ampleur de l'attaque. En une seule journée, l'ouest de l'Ukraine commença à céder face à l'avancée imparable des forces allemandes. Dans cette marée de mort et de destruction, Lviv commença à être prise en juillet. Août fut témoin de la brutalité de l'avancée allemande lorsque, après avoir enfermé les troupes soviétiques lors de la bataille d'Ouman, les soldats allemands se frayèrent un chemin vers le cœur de l'Ukraine. Septembre apporta la fin de la résistance à Kiev. Le 19 de ce mois, la ville tomba aux mains des Allemands, marquant l'un des moments les plus déterminants pour l'Ukraine. Les nazis ne perdirent pas de temps pour établir leur domination. En octobre, le drapeau nazi flottait sur une grande partie de l'Ukraine. Dnipro, Kharkiv et d'autres villes stratégiques furent rapidement prises. Les Allemands mirent en place leur régime, imposant une politique de terreur qui incluait des exécutions massives, des déportations et une répression systématique. Les histoires de familles entières disparues, de camps de concentration improvisés et de soldats sans remords commencèrent à circuler en chuchotement parmi les survivants. Mais l'hiver 1942 changea le cours de la guerre. Les lignes d'approvisionnement allemandes commencèrent à se fracturer face à la résistance croissante, non seulement de l'armée rouge, mais aussi des partisans ukrainiens qui, cachés dans les forêts, lançaient des attaques de guérilla contre les envahisseurs. Le froid, toujours allié du sol russe et ukrainien, s'employa à miner le moral et les forces des Allemands. L'été de cette année vit un effort allemand renouvelé, avec l'opération Bleue, qui visait à contrôler les champs pétrolifères du Caucase. Mais malgré leurs avancées initiales, la résistance en Ukraine se fit plus féroce. Les batailles devenaient plus longues et plus sanglantes. Les forces allemandes, déjà épuisées par l'hiver et la résistance tenace des soviétiques, se retrouvaient embourbées. Et en hiver 1943, l'armée rouge lança son offensive définitive. La bataille de Stalingrad fut un coup mortel pour les Allemands, mais l'Ukraine ne serait libérée que l'année suivante. En janvier 1944, les forces soviétiques commencèrent la tâche ardue de libérer le territoire ukrainien, ville par ville, village par village. Chaque recoin libéré était imprégné de sang, mais la fin de l'occupation allemande était inévitable. En mars, les troupes soviétiques avançaient avec force, reprenant les villes qui avaient été soumises à la domination nationale socialiste. La libération totale arriverait à la fin de 1944, bien que de petites forces allemandes continueraient à se battre dans leur dernier souffle jusqu'en mai 1945. En janvier 1946, le froid étreignait la ville de Kiev, mais ne parvenait pas à refroidir les esprits agités dans les tribunaux soviétiques. Là, dans cet espace sombre et tendu, se déroulait un spectacle que certains compareraient, non sans une certaine ironie, au procès de Nuremberg. Bien sûr, dans le style soviétique, tout semblait plus brutal, plus rigide. La justice, cette fois, avait un fort goût de vengeance et personne ne le cachait. Les accusés, des hommes au visage dur et au regard perdu, attendaient en silence. Ils étaient pour la plupart allemands, mais il y avait aussi quelques collaborateurs ukrainiens, des traîtres qui avaient aidé le Troisième Reich envahisseur à massacrer leurs propres compatriotes. Les soviétiques, toujours efficaces dans leur manière de présenter les atrocités nazies, ne lésinèrent pas sur les détails macabres. Les preuves étaient accablantes, tout comme le sang que les accusés prétendaient ignorer. Des archives des assassinats, des photographies de fosses communes et des témoignages déchirants de ceux qui avaient survécu à l'impossible. Les victimes, désormais témoins, montaient à la barre avec le poids de l'histoire sur leurs épaules,
racontant encore et encore comment les nazis, avec l'aide de leurs complices locaux, avaient emmené des enfants, des vieillards, des mères et des pères, et les avaient fusillés comme s'ils n'étaient guère plus que du bétail. Comme on pouvait s'y attendre, les soviétiques, fiers de leur système de justice et de leurs idéaux d'égalité socialiste, n'allaient pas laisser ces crimes impunis. L'importance de ces procès, cependant, ne résidait pas seulement dans la justice immédiate. Les soviétiques cherchaient autre chose, une narration qui consoliderait leur rôle en tant que véritables victimes du national-socialisme et en tant que vainqueurs de la guerre. Tandis qu'à Nuremberg, on discutait de concepts abstraits tels que les crimes contre l'humanité, à Kiev on parlait du sang versé sur le sol national. Les crimes contre les Ukrainiens n'étaient pas quelque chose dont on discutait en termes de droit international. C'étaient des crimes contre la patrie soviétique, et cela nécessitait un type de justice différent, une justice qui se lisait sur le visage de chacun des exécutés. Contrairement au procès de Nuremberg, ici, il n'y avait pas de place pour le doute ou la diplomatie entre les puissances. Non, à Kiev, le verdict serait rapide et public. Après tout, pour le régime soviétique, ces hommes ne méritaient qu'une fin humiliante et exemplaire, et ce fut le cas. La fin de ces sbires fut l'exécution publique. Le régime soviétique, toujours aussi efficace dans sa gestion de la propagande, veilla à ce que ces procès soient rappelés comme un moment clé de l'histoire de l'après-guerre. Mais au-delà de la guerre et de l'occupation de l'Ukraine par le Troisième Reich, quels avaient été ces crimes impardonnables des nazis sur le sol ukrainien? Ils n'étaient pas peu nombreux, ni insignifiants. Les Allemands ne se contentèrent pas de perpétrer l'un des génocides les plus connus de l'Holocauste. Ils imposèrent également la terreur comme mode de vie dans ces terres slaves. Barranco de la mort, la tragédie silencieuse de Babi Yar. Pour commencer avec les éléments qui ont justifié les procès de 1946, le massacre de Babi Yar a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'Ukraine et de l'Holocauste. Il a eu lieu pendant 2 jours, du 29 au 30 septembre 1981, dans un ravin proche de Kiev. Cet épisode est devenu l'un des exemples les plus notoires et cités des assassinats de masse perpétrés par l'Allemagne nazie. Après l'invasion allemande de l'Union soviétique en juin 1941, une campagne systématique a été mise en place pour exterminer la population juive dans les territoires occupés. À Kiev, avant le massacre, environ 224 000 juifs vivaient dans la ville. Cependant, beaucoup avaient déjà fui ou avaient été évacués face à l'avancée des forces allemandes. À la fin de septembre 1941, il ne restait qu'environ 33 771 juifs dans la ville, lorsque le régime nazi émit des ordres pour qu'ils se présentent à Babi Yar, ostensiblement pour leur relocalisation ou des travaux forcés. L'événement déclencheur immédiat du massacre fut une série d'explosions qui se produisirent le 24 septembre, endommageant le quartier général militaire allemand à Kiev. Les nazis, presque immédiatement, imputèrent ces attaques à la population juive de la ville. En représailles, ils décidèrent d'exécutions de masse comme forme de punition collective et de vengeance contre les Juifs. Le matin du 26 septembre, des avis furent affichés dans tout Kiev, ordonnant aux Juifs de se rassembler à Babi Yar avec leurs affaires, sous peine de mort. Beaucoup d'entre eux, trompés par la promesse d'une évacuation en toute sécurité, obéirent aux ordres sans imaginer le sort qui les attendait. Le 29 septembre, une aube glaciale marqua le début d'une des journées les plus sombres de l'histoire. Tout au long de la matinée, des groupes de Juifs furent emmenés de force vers ce ravin proche de la ville. Une fois là-bas, ils furent contraints de se déshabiller, humiliés dans leurs dernières heures. Les souvenirs de ceux qui survécurent à cette boucherie sont glaçants. Hommes, femmes et enfants furent alignés au bord du ravin, face à leur exécution imminente. Les membres des Einsatzgruppen, ainsi que la police auxiliaire locale, tirèrent sans pitié. Les balles sifflaient et résonnaient, transformant l'endroit en un écho de désespoir et d'horreur. Pendant environ 36 heures, les victimes furent exécutées en masse, leurs corps tombant en couches dans les tombes peu profondes qui seraient leur dernier repos. La brutalité des méthodes d'exécution était impressionnante. Les victimes étaient criblées de balles de mitrailleuse à bout portant, tandis que leurs corps s'entassaient au fond du ravin. Pendant ces 2 jours, environ 33 771 personnes furent tuées, environ 13 par minute. Mais on estime qu'entre 100 000 et 150 000 personnes furent assassinées à Babi Yar au fil du temps, y compris non seulement des Juifs,
mais aussi des prisonniers de guerre soviétiques et des Roms. Une des scènes les plus déchirantes décrivant ces moments terribles est celle des familles séparées, les cris des enfants résonnant dans l'air tandis que leurs parents étaient emmenés vers une destination dont ils ne reviendraient jamais. Les jours passèrent, et à mesure que les meurtres s'intensifiaient, le massacre de Babi Yar ne devint pas seulement un lieu de mort, mais aussi un champ d'extermination. Après les 2 premiers jours d'exécution, les nazis continuèrent leur travail d'extermination sur le site, utilisant le ravin comme un dépotoir humain où ils se débarrassaient de milliers de corps. À mesure que les forces soviétiques avançaient vers Kiev, les autorités nazies se virent obligées de cacher les preuves de leurs crimes atroces. Mais l'horreur ne s'arrêta pas là. Babi Yar resta un lieu d'exécution supplémentaire jusqu'à ce que les Soviétiques reprennent Kiev en novembre 1943. Au fil des ans, des mémoriaux ont été érigés sur le site pour honorer ceux qui y ont perdu la vie, bien qu'il ait fallu longtemps avant que l'identité spécifique des victimes juives soit officiellement reconnue. Initialement, le régime soviétique évita de reconnaître la population juive comme la principale victime de Babi Yar, préférant présenter les victimes comme des citoyens soviétiques en général. Et bien sûr, cet événement fut un élément fondamental pour la condamnation des Allemands lors des procès de Kiev de 1946. L'occupation nazie en Ukraine, espoir déçu et crimes dissimulés. Cependant, le massacre de Babi Yar n'était pas le seul grief contre le passage des Allemands en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Ukrainiens ont vécu une réalité complexe et brutale sous l'occupation allemande qui s'est étendue de 1941 à 1944. Cette période a été marquée par une répression sévère, une exploitation et une violence massive, bien que certains groupes aient temporairement bénéficié de l'occupation. Il convient de préciser qu'au début de l'occupation, certains Ukrainiens ont accueilli les Allemands comme des libérateurs de l'oppression soviétique. Cela était particulièrement notable dans les régions occidentales, comme la Galicie, où il y avait une croyance fervente que l'Allemagne pourrait soutenir l'indépendance de l'Ukraine. Cependant, cette perception a rapidement changé. Bientôt, les nazis ont imposé des politiques dures et des structures administratives qui ont sapé tout espoir d'autonomie. Le territoire fut divisé en Reichskommissariat Ukraine et en districts de Galicie, et le gouvernement local était largement contrôlé par les autorités allemandes. La répression raciale du régime nazi fut brutale et visa principalement les Juifs et d'autres minorités. Environ 1,5 million de Juifs ukrainiens ont été assassinés pendant l'Holocauste, avec des exécutions massives comme à Babi Yar. De plus, environ 2,2 millions Ukrainiens ont été forcés de travailler en Allemagne comme main-d'œuvre esclave, connue sous le nom d'Ostarbeiter, soumis à des conditions de travail extrêmes tandis que leur communauté souffrait de pénuries alimentaires et de dégradation économique. La répression culturelle était rampante. L'éducation était limitée à un niveau élémentaire et les activités politiques étaient sévèrement restreintes. Seule l'Église orthodoxe ukrainienne était autorisée à fonctionner, bien que sous des contrôles stricts. L'administration nazie se concentra sur l'extraction des ressources pour son colossal effort de guerre, ce qui conduisit à une pauvreté et une souffrance généralisée parmi la population locale. Pendant que beaucoup d'Ukrainiens souffraient sous l'occupation, certains groupes ont tenté de collaborer avec les nazis dans l'espoir d'atteindre leurs objectifs nationaux. Des organisations comme l'Organisation des nationalistes ukrainiens coopérèrent initialement avec les forces allemandes, mais firent face à des représailles sévères une fois que leurs ambitions politiques devinrent évidentes. Les factions au sein de cette organisation, comme l'UNM et l'UNB, avaient des approches différentes en matière de collaboration et de résistance. Certains Ukrainiens ont participé aux forces auxiliaires de police ou à des unités militaires alignées avec les nazis, commettant des actes de violence contre les Juifs et les Polonais, dans le cadre de conflits ethniques plus larges alimentés par des sentiments nationalistes. Cette collaboration impliquait fréquemment la commission de crimes de guerre, y compris la participation à des massacres pendant l'Holocauste. Néanmoins, il faut également souligner que l'occupation a bénéficié temporairement à certains groupes. Ceux qui s'alignaient sur les intérêts nazis trouvèrent des avantages comparatifs, comme des postes dans l'administration locale ou dans les forces de police. Certains membres de groupes nationalistes croyaient
que la collaboration pourrait conduire à une plus grande autonomie ou indépendance pour l'Ukraine. Cependant, la majorité de la population subissait d'énormes désavantages. La communauté juive se trouvait dans une situation d'extermination, tandis que les autres souffraient à cause du travail forcé, des pénuries alimentaires, de la répression culturelle, et l'économie se détériorait considérablement en raison de l'extraction des ressources pour l'effort de guerre allemand. Les leaders nationalistes qui avaient initialement cherché la coopération furent arrêtés ou exécutés lorsqu'ils représentaient une menace pour le contrôle nazi. À mesure que la guerre avançait, la situation devenait de plus en plus désespérée. La brutalité des forces d'occupation allemandes devenait de plus en plus évidente, et l'idée que les Allemands étaient des libérateurs s'effaçait au milieu de l'oppression et de la terreur. Pendant l'occupation allemande, les nazis employèrent diverses stratégies pour dissimuler leurs crimes contre l'humanité, en particulier l'Holocauste et les massacres de Juifs et d'autres groupes. Leurs efforts étaient motivés par le désir de maintenir le contrôle et de supprimer la dissidence, ainsi que d'éviter l'attention internationale. L'une des tactiques les plus efficaces fut l'utilisation de collaborateurs locaux, déjà développés, qui aidèrent à faciliter la capture et l'exécution de Juifs et d'autres ennemis perçus. De cette manière, les nazis purent se distancier de l'implication directe dans ces atrocités. Cette collaboration fut cruciale pour créer une façade de soutien local aux politiques nazies qu'ils pouvaient présenter comme étant alignés sur les intérêts locaux. À leur tour, le régime nazi diffusa de la propagande qui présentait leurs actions comme nécessaires pour maintenir l'ordre et combattre le bolchevisme. En présentant leur occupation comme une libération de l'oppression soviétique, les nazis tentèrent de cultiver une narration qui justifiait leur politique brutale. Cela incluait la création de comités ukrainiens qui agissaient comme intermédiaires entre les autorités allemandes et les populations locales, promouvant l'idée que les Allemands étaient des alliés dans la lutte contre le communisme. Les nazis se consacrèrent également à l'élimination physique des preuves liées à leurs crimes. Les fosses communes étaient parfois dissimulées ou détruites après les exécutions, en particulier dans les zones où des meurtres de grande envergure avaient eu lieu. À mesure que la guerre avançait, les Einsatzgruppen tentaient de dissimuler les fosses communes, ou, au moins, de déplacer les corps pour obscurcir l'ampleur de leurs actions. La censure et le contrôle de l'information furent d'autres outils dans leur arsenal. Les autorités d'occupation imposèrent une censure stricte sur les médias locaux et les communications. Toute dissidence ou rapidité une prise de conscience publique de l'étendue des crimes nazis, tant au niveau local qu'international. L'occupation devenait de plus en plus oppressive à mesure que les campagnes militaires progressaient, et les stratégies de dissimulation des nazis révélaient une profonde inquiétude quant à une résistance potentielle, tant de la population locale que des partisans. Ils craignaient que la connaissance de leurs atrocités puisse inciter à des soulèvements ou à des mouvements de résistance organisés. C'est pourquoi ils prirent des mesures extrêmes pour réprimer tout signe de dissidence, y compris l'exécution de suspects de collaboration avec les partisans et de collaborateurs qui s'opposaient à leur régime. La crainte de la réaction internationale pesait également sur les décisions des nazis. Ils savaient que si les détails de leur politique génocidaire étaient largement connus, il pourrait y avoir une réaction plus grande que la guerre elle-même, mettant en péril leurs efforts de guerre. Ainsi, en dissimulant leurs crimes, ils cherchaient à éviter des condamnations qui pourraient menacer leur autorité. Il convient également de souligner qu'ils ne réussirent pas toujours dans ces tâches de dissimulation. Obéissance et mort. Les échos de Babi Yar au tribunal de Kiev. Revenant au sujet principal, le procès connu sous le nom de Nuremberg de Kiev déterra des profondeurs de l'âme humaine de vieux arguments qui, bien que usés par l'histoire, n'avaient pas perdu leur capacité à résonner dans les froids murs de la justice. Les accusés, des hommes dont les visages endurcis par la guerre ne laissaient entrevoir aucune trace d'humanité, s'accrochaient à une défense aussi ancienne qu'absurde. Nous ne faisions qu'obéir aux ordres, une phrase qui, d'une certaine manière, cherchait à les protéger sous l'ombre sombre de l'obéissance aveugle, comme s'ils n'étaient que des rouages dans une machine où d'autres pièces pensaient et organisaient les crimes. Chaque fois que cet argument est utilisé, cela se termine de la même manière. Ils disaient avoir agi sous une pression insupportable, que les menaces de leurs supérieurs les mettaient face à un dilemme entre l'obéissance et la mort. Ils le disaient avec un grand cynisme. C'était comme s'ils espéraient en quelque sorte de la sympathie,
un pardon basé sur la peur. Mais la pensée soviétique était claire. Comment la peur pourrait-elle justifier une telle cruauté et inhumanité? Et surtout, comment leur pardonner d'avoir pris une partie de leur territoire par les armes? Tout au long du procès, les accusés tentèrent de justifier l'injustifiable. Il n'y avait ni émotion ni confiance dans leur voix, seulement le ton méthodique de celui qui répète quelque chose tant de fois que cela commence à sembler crédible. Ils disaient que les ordres qu'ils avaient reçus étaient légaux, brandissant le droit russe et allemand comme un bouclier. Certains des accusés, avec un calme inquiétant, insistèrent sur le fait qu'il n'y avait aucune intention de commettre des crimes. Leur excuse, si l'on peut l'appeler ainsi, était que les atrocités, la destruction et les morts n'étaient que des conséquences collatérales d'objectifs militaires plus vastes. Pour eux, il semblait que la vie civile, la vie des enfants et des personnes âgées, pouvait être facilement entraînée dans l'arène du sacrifice militaire, comme si aucune action militaire n'avait été calculée ou planifiée, mais qu'elle n'était que le résultat du chaos inhérent à la guerre, ce monstre vorace qu'ils avaient eux-mêmes encouragé et mené. Le cynisme était tel que certains tentèrent de remettre en question la juridiction même du tribunal, arguant que les lois internationales ne devaient pas s'appliquer à une nation aussi singulière que la Russie. Cet argument n'était pas nouveau, mais dans ce contexte, il était aussi déraisonnable que ridicule. C'était comme s'ils essayaient de dissimuler les traces de leurs crimes sous une couche de bureaucratie légaliste, une sorte de stratagème dans lequel la lettre froide de la loi devait leur servir de refuge, oubliant que le poids du jugement reposait, en fin de compte, sur des actions concrètes qui étaient documentées. Les moments les plus brutaux du procès survinrent lorsque certains des accusés, avec l'indifférence de ceux qui ont vu trop de morts, haussèrent les épaules face aux accusations. Il n'y avait ni déni, ni acceptation, seulement une apathie glaciale qui gênait autant que les paroles les plus agressives. Ce n'était pas qu'ils croyaient être innocents, mais qu'ils semblaient tout simplement s'en moquer. Il semblait que l'ampleur de leurs actes leur avait volé quelque chose de fondamental, le sens de la culpabilité. Il y eut aussi ceux qui décidèrent de montrer un peu de repentir. Mais même ce semblant de contrition était teinté de justification. Oui, peut-être avaient-ils commis des crimes, mais ils l'avaient fait sous le poids d'une responsabilité militaire et d'un fort patriotisme qui ne leur laissait aucune autre option. Le repentir, dans cette salle, n'avait pas l'écho profond qu'il aurait dû avoir, mais se ressentait comme un autre acte dans la tragédie de la guerre. L'histoire, avec sa persistance cruelle, semblait répéter le même schéma. Crimes de guerre, défense mécanique et une justice qui, bien que tardive, restait nécessaire. D'autre part, les témoignages des victimes, à l'intérieur et à l'extérieur du procès, étaient révélateurs. Vassili Mikhailovski n'était qu'un enfant lorsque sa nourrice reçut l'ordre de l'emmener à Babi-Yar. Au début, son esprit d'enfant ne comprenait pas la signification de ces mots qui lui avaient été livrés avec froideur. « Emmène ce gamin juif à Babi-Yar ». C'est ce qu'il avait entendu, sur un ton méprisant. Sa nourrice non plus n'imaginait pas le danger qui les guettait. Ce n'est qu'après avoir passé le premier cordon de garde et entendu les tirs retentir dans l'air que la vérité tomba sur elle comme une douche froide. Elle comprit qu'ils étaient en route vers la mort. Wassili pleurait et suppliait, mais les larmes d'un enfant en temps de guerre trouvent rarement une réponse satisfaisante. Dans la file des condamnés, les gens murmuraient dans l'attente interminable. Heureusement pour eux, la file des condamnés à mort avança et ils restèrent là jusqu'à la tombée de la nuit. Puis ils se faufilèrent et se sauvèrent de cette façon. Dina Pronicheva, une autre survivante, échappa presque par hasard. Elle fut atteinte par balle et tomba dans le ravin, mais réussit ensuite à ramper, à sortir et à échapper aux soldats nazis qui montaient la garde à l'extérieur, tirant sur tout survivant qui tentait de s'échapper. Selon ses propres mots, chaque fois je voyais un nouveau groupe d'hommes et de femmes, de personnes âgées et d'enfants, forcés d'enlever leurs vêtements. Tous étaient conduits vers une fosse ouverte où on leur tirait dessus. Puis ils amenaient un autre groupe. J'ai vu cette horreur de mes propres yeux. Bien que je ne sois pas près de la fosse, j'entendais les cris terrifiants de panique et les voix douces des enfants criant « Maman, maman !» Les nazis partent. Alors que la lumière du jour commençait à s'estomper, Elena comprit que la ligne entre la vie et la mort pouvait être aussi mince que le silence d'une balle qui ne l'avait pas touchée. Comme si la mort ne s'était pas contentée de leur vie, elle s'était aussi emparée de leur dernière possession. Pour ne rien arranger,
Le champ de Babi-Yar était devenu un théâtre où les acteurs principaux se revêtaient des vêtements des morts, comme s'ils profitèrent de leur malheur. Anatoly Kuznetsov, avec une amertume dans la voix qui semblait percer le silence, racontait comment même les malades, les enfants et les femmes enceintes étaient arrachés de leur lit, poussés vers le destin qui les attendait dans ce ravin. Il n'y avait pas d'exception. Les corps fragiles, ceux qui étaient les plus proches de la vie ou de la mort, étaient traités avec la même cruauté que les autres. Tout être humain qui marchait vers Babi-Yar était déjà condamné, sa vie mesurée en minutes, son nom oublié par ceux qui décidaient qui vivait et qui mourait. L'écrivain Yevgueni Yevtushenko, des années plus tard, décrivit cette horreur avec des mots déchirants. Il dit « Je suis moi-même, comme un long cri muet au-dessus des milliers et des milliers enterrés ici. Je suis chaque vieillard exécuté ici. Je suis chaque enfant tué ici. » Les témoignages lors du procès étaient, à leur manière, des cicatrices vivantes. Un témoin anonyme se souvenait de l'enfer qu'était Babi-Yar, des corps partout, le paysage d'un apocalypse devenu réalité. Il décrivait comment les soldats tiraient sur les victimes en groupe, les faisant se tenir au bord de la fosse avant de presser la détente. Il se souvenait des visages de ses voisins, de ses amis, tous alignés, sachant que c'était la fin, qu'il n'y aurait pas de retour. Les cris, les sanglots, les murmures de désespoir, tout cela continuait à hanter sa mémoire. Chaque nuit, dans ses rêves, il revivait cette scène encore et encore sous forme de cauchemar, comme s'il ne pouvait jamais échapper aux échos de ce jour-là. Le général Roman Rudenko, procureur lors du procès avec une voix ferme, demandait la sentence la plus sévère possible pour ceux qui avaient commis de telles atrocités. Le jour était venu, disait-il, où l'humanité exigeait une juste rétribution. Exécution sur la place. La sentence des coupables du Nuremberg de Kiev. De cette manière, la commission d'État extraordinaire, formée par les autorités soviétiques après la libération de la ville en 1943, avait rassemblé suffisamment de preuves pour juger ceux qui avaient participé à ces crimes. Parmi les accusés se trouvaient des noms qui résonneraient par leur infamie, des hommes dont la vie s'était entrelacée avec la mort de milliers de personnes sur ces terres. Le procès s'est concentré sur 15 anciens membres de la police allemande, assis sur le banc des accusés, entourés par les regards inquisiteurs d'un public qui réclamait justice. Le processus s'est distingué par son approche visant à individualiser les coupables. Chaque accusé a été présenté avec son nom et sa fonction, mettant fin à l'anonymat et les exposant devant la société et le monde pour leurs crimes. Fritz Beckenhoff, l'un des principaux accusés, avait été présent lors des exécutions, son nom chuchoté parmi les spectateurs comme une incantation évoquant des images de terreur. Karl Burkhardt, un autre homme sur le banc des accusés, était tout aussi coupable, participant activement à l'exécution de juifs et d'autres civils en Ukraine. Georg Heinisch, également présent au tribunal, était un nom que les survivants reconnaissaient avec horreur. Son crime était simple, il avait été complice du génocide. À ses côtés, Wilhelm Ellerforth, un homme ayant commis diverses atrocités, semblait être une ombre tombée dans la pénombre. Sa vie consacrée à la répression et à la mort lui donnait les pires fruits. D'un autre côté, Hans Eisenmann, qui avait été un bourreau direct, semblait absorber le poids de ses actions tandis que le procureur lisait les preuves contre lui et écoutait les témoignages. Emil Jogschat, un orchestrateur de la mort, et Emil Knoll, qui avait participé à la brutalité caractérisant l'occupation nazie, étaient également présents à leur procès. Willy Meyer et Paul von Scheer partageaient le même destin, avec leur complicité dans le génocide appelant à la vengeance. Le procès devint un événement, une manifestation publique de la colère contenue d'un territoire qui avait vu sa souveraineté violée et sa population réduite en esclavage. L'exécution de 12 des accusés était prévue pour le 29 janvier 1946. Les exécutions devaient avoir lieu sur la place centrale de Kiev, un lieu qui avait déjà été témoin de souffrances massives. Lorsque le jour fatidique arriva, la place était pleine. Des gens de partout s'étaient rassemblés pour assister à ce qui avait été présenté comme un moment de justice et de propagande soviétique. Les cordes, dans un symbolisme macabre, représentaient le jugement final, la culmination d'une série de crimes qui avaient laissé une marque indélébile dans l'histoire. Les hommes furent conduits à l'échafaud. Leurs visages étaient le reflet du désespoir et de la résignation. Les témoignages de leurs crimes résonnaient dans l'air.
Ils étaient encore très récents et il y avait des personnes en deuil. Effectivement, certains des présents dans cet endroit célébraient cet acte de justice. On percevait aussi une sensation de vide, mais il y avait également une réflexion. Est-ce que la pendaison de ces hommes pouvait réellement combler l'abîme laissé par la perte de tant de vie? La réponse à cette question est que les émotions de ceux qui étaient là étaient complexes. Certains ressentaient que rien ne pouvait réparer le mal, tandis que d'autres cherchaient une fermeture qui leur avait échappé depuis si longtemps. Alors que les cordes se serraient, la place fut remplie d'un silence tendu, un silence qui parlait plus que 1000 mots. L'histoire, dans sa cruelle ironie, montrait que la justice n'agissait pas toujours sous le signe de la simplicité. Et parfois, ce qui était présenté comme un acte de réparation n'était qu'un rappel de la profondeur de la blessure. Eckhard Hans von Tschammer, und Osten, Georg Trückenbrod et Oskar Walliser, chacun d'eux faisait également face à son destin ce jour-là. C'étaient tous des hommes d'action, responsables de la mort d'innocents, de décisions prises dans la frénésie des excès de la guerre. Alors que la corde se tendait, beaucoup pensèrent à l'horreur de ce qu'ils avaient fait et à l'impact que cela avait eu, non seulement sur leurs victimes, mais aussi sur leurs propres âmes. Lorsque le soleil se coucha, la place de Kiev se vida lentement, laissant derrière elle un lourd silence. Les cordes qui avaient relié ces hommes à leurs crimes pendaient maintenant inertes, symbole d'une justice qui, bien qu'elle se soit manifestée, laissait un vide pour de nombreux membres de la famille et amis. L'exécution de ces 12 hommes n'effaça pas la douleur ni n'annula le passé. Elle ajouta simplement une nouvelle couche à la complexe narration de souffrance qui avait caractérisé l'Ukraine pendant ces années sombres. Les histoires de Babi Yar continueraient à être racontées. Les mémoires de ceux qui étaient tombés dans le piège de la haine et de la violence restaient vivantes dans les souvenirs de leurs proches. Kiev, malgré son passé déchirant, restait debout, cherchant à nouveau sa place sous le gouvernement de Joseph Staline, qui dirigeait l'Union soviétique, à laquelle ils appartenaient à nouveau. Et bien que leur retour à la superpuissance communiste ne fût pas bien accueilli par beaucoup, ils n'étaient définitivement plus sous le contrôle de l'Allemagne, et encore moins sous celui du Führer.